Debra, surnommée Taylor, était la star des mannequins de sa catégorie. Enregistrée au Guinness Book des records comme le modèle le plus lourd au monde, même la presse mainstream, d'ordinaire frileuse, à l'idée de présenter autre chose que le cliché du mannequin mince et élancé, s'était intéressée à elle. Mais voilà, elle se retrouvera piégée, comme emmurée vivante, condamnée à être gavée comme on gave une oie. He controlled me by leaving me alone for long hours of time with nothing to eat but junk food. Découvrez un phénomène assez méconnu en France et qui inquiète aux États-Unis aujourd'hui, la triste histoire de Debra Helen Perkins. C'est le call to action time, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour toujours plus de sujets inédits. Et bonnes vacances à toutes et à tous si vous avez la chance d'être en vacances. Debra Helen Perkins est née le 23 octobre 1956 à Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis. Et je n'ai pas trouvé grand-chose au sujet de son enfance, si ce n'est qu'a priori, elle a été choyée par ses parents. Elle gardera toute sa vie une relation très privilégiée avec sa mère. À partir de quand la morphologie de Debra a-t-elle été, disons, différente? Impossible de le savoir, une chose est sûre. Dès l'adolescence, et sans doute bien plus tôt, Debra présentait une surcharge pondérale importante et elle n'a cessé de prendre du poids avec l'âge et à une vitesse vertigineuse à tel point qu'à l'adolescence, si je puis dire, elle était déjà en situation d'obésité morbide. Mais Debra n'a pas honte, à quoi bon se cacher? Au contraire, après tout, si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, si les gens n'aiment pas ce qu'elle reflète, eh bien ils n'ont qu'à regarder ailleurs. Après tout, elle ne va pas s'empêcher de vivre. Et d'ailleurs, elle a même toujours secrètement rêvé de faire du mannequinat. Après tout, tous les goûts sont dans la nature, elle se dit qu'elle a peut-être une chance, alors elle se tourne vers la presse spécialisée. Et son profil va immédiatement être remarqué, avec ses jolis traits harmonieux et ses formes plus que généreuses, des formes encore jamais vues sur papier glacé. D'ailleurs, sachez que Debra sera enregistrée dans le Guinness Book des records à cette période comme étant le mannequin le plus lourd du monde, avec ses 317 kilos. Debra devient rapidement le modèle préféré de sa catégorie, son succès est inédit, et bientôt, même les médias mainstream font appel à elle. Ça a été l'une des premières à offrir de la diversité parmi les modèles. Mais Debra est aussi très intelligente puisqu'elle a un QI de 143. Et sachez qu'au-delà de 140, vous êtes considéré comme un génie. C'est donc une femme extrêmement brillante. Elle a d'ailleurs plusieurs cordes à son arc puisqu'elle a des talents d'actrice. D'ailleurs, elle sera actrice un temps et actrice aussi de films Elle fera aussi pas mal de photos pour le plus grand bonheur de ses fans. Et croyez-moi, il y a énormément d'admirateurs de femmes rondes et Taylor était quasiment la star. Mais ce qui caractérise aussi et surtout Debra, c'est qu'elle s'est toujours battue pour ses semblables, à savoir les personnes en surpoids, qui sont, et il faut le dire, et c'est vrai, sans arrêt jugées, moquées, méprisées, maltraité, taxé de paresseux. I was made to feel less than human and less than worthwhile and less than worthy and somewhat like a monster, a mutant almost because, I didn't look like everybody else. J'ai lu un article qui disait qu'avant, on faisait ça avec les personnes pauvres, elles sont paresseuses, ce sont des losers, des personnes bonnes à rien, et comme ce n'est plus de bon ton de se moquer des pauvres, et beaucoup disent que en fait ça s'est déplacé sur les personnes en surpoids. Et je trouve que c'est pas forcément faux, et ça permet aussi, en dénigrant une autre personne, de se valoriser soi-même, consciemment ou inconsciemment. Bref, en tout cas, ils sont stigmatisés, et ça, c'est une réalité. Et donc Debra, comme tant d'autres, est stigmatisée par nombre de personnes. C'est tout naturellement qu'elle a donc décidé de rejoindre la NAAFA, N-A-A-F-A, à savoir la National Association for Fat Acceptance. C'est une association qui a été créée en 1969 et l'idée de départ est simple, faire accepter les personnes en situation d'obésité et aussi faire accepter ceux qui sont attirés par ces personnes. L'idée est,
encore une fois, que tous les goûts sont dans la nature et que ces personnes sont comme vous et moi, à savoir des êtres humains à part entière et qui méritent le respect. D'ailleurs, l'un des créateurs de la NAFA n'est autre que le mari d'une femme obèse qui en avait tout simplement assez de voir les gens maltraiter sa femme, comme si son poids était un crime et qu'il l'attentait d'une certaine manière à la vie des gens. Et avec sa notoriété, Debra va vite devenir très populaire au sein de cette association. Elle apportait soutien et réconfort à ceux qui en avaient besoin et elle était devenue un exemple pour les femmes dans sa situation, les femmes qui avaient honte d'elle. Et elle regardait en Debra une sorte d'espoir parce qu'au moins elle s'acceptait. Et avant de vouloir être acceptée par les autres, il faut s'accepter soi-même, comme on dit. Et Debra était réputée pour être une oreille attentive et elle faisait également preuve d'une grande gentillesse. Et côté amour, Debra était presque adulée par certains. Ils étaient nombreux, très nombreux à lui faire la cour, et l'un d'eux, un certain Ted, qui n'est autre qu'une figure éminente d'un mouvement d'activisme pour les personnes en surpoids, eh bien il avait flashé sur elle en la voyant ici et là dans les magazines et il avait tout fait pour la rencontrer. Il l'avait séduit et les deux s'étaient rapidement mis en couple. Et seulement quelques mois après, il proposera à Debra de venir habiter chez lui, ce qu'elle acceptera, et même de se marier. Et au moment de leur emménagement, au début, tout se passe bien. Mais rapidement, Debra se rend compte de son erreur. Les lieux ne sont pas du tout adaptés à sa corpulence. Elle ne pouvait par exemple pas descendre les escaliers sans l'aide de Ted. Mais c'est loin d'être le seul problème. Voilà que son cher et tendre se met de plus en plus à contrôler son alimentation. A priori, il semble évident qu'il ne veut absolument pas qu'elle perde 1 gramme. Il l'aime comme elle est, mais en réalité, eh bien qu'elle est très ronde à un point où sa vie est en danger, eh bien Ted trouve, lui, qu'elle n'est pas assez ronde. Sachez qu'il existe des personnes, on va les appeler les nourrisseurs, bien qu'il porte un autre nom, mais il est ultra touchy ce nom, donc on va éviter de le prononcer. Donc on va les appeler des nourrisseurs, et pour eux, plus leur partenaire est gros, et plus ils sont attirés. Et cet autre nourrisseur, qui n'est pas Ted, en parle très bien. Je vous laisse regarder. This was the fantasy I had lived for my whole life. I had always wanted a fat girl who got fatter. That's how they are. They like fat girls. They want to see them grow. They enjoy being with them while they grow. They love it when they can just let go and eat what they want and not let societal pressures tell them, you know, well, you're fat, you should only have a salad. Donc, Ted l'encourage à manger toujours plus, il la gave. De fast-food, en veux-tu, en voilà, il a toujours quelque chose d'hyper calorique à lui fourrer dans le gosier, il va littéralement la gaver comme on gave une oie, s'acharner à la nourrir, et ce même la nuit, et surtout, n'allez pas lui dire que c'est un nourrisseur. Ils sont extrêmement mal vus dans la communauté, tout simplement parce qu'ils mettent en péril la vie de leur conjoint pour leur propre plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui forcément ne passe pas. Et si Debra avait su que Ted était un nourrisseur, forcément, elle ne serait jamais sortie avec elle. Mais encore une fois, il se voile la face, ou alors, il ment. Ted was definitely an f***, but he would vehemently tell you that he was definitely not a f***. Et donc, fatalement, Debra va continuer de grossir. Et voilà que bientôt, elle ne peut plus sortir de la maison, c'est physiquement impossible, elle ne passe plus les portes. Et ne plus pouvoir sortir, forcément, ça plombe le moral de Debra qui a l'impression de vivre dans un cercueil. Elle va en faire part à son conjoint, mais lui est heureux, il ne voit pas où est le problème. En réalité, comme tous les nourrisseurs, ce qu'il veut, c'est la contrôler. Déjà, elle ne risque pas de partir. Aussi, elle ne risque pas de le tromper. Et puis, elle est dépendante de lui. Mais Debra insiste, elle lui explique qu'elle aimerait s'en sortir, que tout ça, ça va trop loin, qu'elle veut changer les choses, elle a peur pour sa santé, elle connaît les risques qu'elle encourt, c'est la mort qui l'attend si elle ne fait rien, et Debra, elle, eh bien elle veut vivre. Mais monsieur s'en moque encore et toujours, il essaye de la rassurer, mais non, ma chérie, sois fière de toi, tu es belle, ne succombe pas au diktat de la minceur, je t'aime comme tu es, je m'occuperai de toi toute ma vie. Le tout en continuant à la gaver de toujours plus de junk food. Il va faire ça
2 ans durant. 2 ans d'une alimentation toujours plus calorique et la conséquence c'est que Debra prend tellement de poids qu'elle ne peut plus bouger. Donc Debra ne peut pas aller, elle, s'acheter des aliments un peu plus sains. Et donc Debra est désormais clouée au lit nuit et jour et elle a beau expliquer à Ted que ça ne peut plus continuer, qu'elle a peur de mourir. C'est pareil, il insiste encore et toujours. Au lieu de l'aider, il l'enfonce, mais cette fois, Debra est déterminée. Elle sait que si elle ne fait rien, c'est fini pour elle. Alors dans une ultime tentative désespérée de s'en sortir, elle appelle sa mère pour lui raconter son calvaire. Et elle lui dit qu'elle n'en peut plus. Sa mère appelle immédiatement la police. Une patrouille se rend au domicile du couple. Debra leur réitère son envie de partir, sa sensation d'être comme prise en otage et cet harcèlement permanent à base de junk food. Elle supplie qu'on la libère de cette prison. Et c'est son droit. Bien sûr, se disent les policiers. Mais comment faire pour la faire sortir de là? Elle ne peut plus se lever, elle ne passe plus les portes, elle fait presque corps avec son vieux matelas. Alors, aux grands mots, les grands moyens, c'est une équipe de près de 25 personnes qui sera mobilisée, à savoir policiers, ambulanciers et même pompiers. Il va falloir beaucoup de force pour pouvoir la sortir de là. Et après mûre réflexion, il est décidé de casser une partie de l'habitation pour pouvoir traîner son lit dehors. Il est plus facile de tirer le lit avec des bras dessus que de la porter. Et Ted hurle à Debra de ne pas le quitter. Il verrouille les portes dans l'espoir qu'elle ne parte pas, mais en vain. Mission accomplie pour les secouristes, mais son état est si préoccupant qu'elle est conduite à l'hôpital, direction les soins intensifs. Là-bas, elle est prise en charge. On lui explique qu'elle a eu le bon réflexe que d'appeler sa mère, sans quoi il ne lui restait sans doute plus beaucoup de temps à vivre. Ils ont estimé qu'elle aurait été morte 24 heures plus tard, tant elle était mal en point. Elle était donc mourante, et la pauvre était atteinte entre autres d'une septicémie aiguë et de graves infections cutanées et encore d'autres choses. Mais le petit ami ne lâche rien, il ne va avoir de cesse de tenter de la contacter. Il tente de la joindre par téléphone, puis par courrier, et enfin, comble de l'horreur, il lui enverra à l'hôpital une tonne de colis contenant des cadeaux, certes, mais aussi et surtout beaucoup de nourriture. Des bonbons, des pâtisseries, etc., etc. Il continue donc, à distance, d'essayer de la nourrir, et chaque colis était toujours accompagné de notes dans lesquelles il espérait qu'elle mangeait bien et avec appétit, et dans lesquelles il la suppliait aussi et surtout de ne pas perdre de poids et de refuser toute proposition de régime ou de rééquilibrage alimentaire. Il parle de police de la diète. Mais Debra ne donnera jamais suite à ces missives, bien décidée à tirer un trait sur cette relation. Et bien que l'état de Debra était dramatique, elle s'en sortira après 6 semaines d'hospitalisation, mais elle ne se remettra jamais complètement de tout ça. Elle sera prise en charge par sa mère va veiller sur elle, elle va l'aider car à cause de sa corpulence, eh bien, tout est extrêmement compliqué, mais malheureusement le mal était en réalité déjà fait. Son corps gardera de graves séquelles qui provoqueront sa mort à l'âge précoce de 54 ans. Elle mourra d'un cancer non diagnostiqué le 21 juillet 2011 à Santa Monica. Il est clair pour le corps médical que c'est la conséquence de son obésité morbide. Et elle n'avait jamais officiellement divorcé de Ted. Et la pauvre Debra n'a pas été la seule à devoir faire face à l'un de ces redoutables nourrisseurs, ces hommes, ou ces femmes, même si c'est plus rare, qui gavent leurs partenaires jusqu'à ce qu'elles deviennent immobiles, ces hommes qui risquent les vies de leurs partenaires. Many use the internet to exchange information on methods of weight gain, including using tubes and funnels to pour liquid fat down their fetus throat. Et beaucoup ont analysé cette pratique. Elle est souvent apparentée à une relation de dominant-dominé, puisque la personne gavée encore et encore est dans une situation de dépendance totale. D'ailleurs, le fantasme ultime de nombre de nourrisseurs, c'est que leur partenaire soit si gros qu'il ne puisse plus bouger. C'est là le stade extrême de cette pratique. Et il faut bien reconnaître que c'est presque libérateur pour ces femmes que d'être considérées comme attrayantes après des années souvent de moquerie et de rejet. Et parfois elles sont piégées, comme Debra, mais d'autres fois elles sont consentantes, à l'image de Gina, dont nous allons parler à présent. Sachez que la frontière est mince entre la coercition, c'est-à-dire le fait de contraindre quelqu'un à faire quelque chose, et le consentement.
coercition, consentement, la frontière est mince et assez floue. Encore une fois, c'est une pratique qui est très mal considérée dans le milieu. D'ailleurs, l'ancien président de l'association belge de patients obèses, Bold, qui est lui-même d'ailleurs en situation d'obésité, a déclaré, je cite, « Que des hommes aiment les femmes fortes, d'accord, mais les pousser à s'enfoncer dans la maladie et les conduire à la mort, non. Selon moi, c'est comme commanditer un assassinat, les tuer à petit feu. » Fin de citation. Et selon les spécialistes, les nourrisseurs sont à la recherche de sensations de pouvoir et de domination par l'acte justement de nourrir dans un contexte encore une fois de dépendance parfois totale. Et quand le partenaire nourri à l'excès décide de perdre du poids, eh bien le nourrisseur s'interpose de peur justement de perdre ce sentiment de sécurité et de peur aussi de ne plus être attiré par leur partenaire, sans compter sorte de domination aussi qui risque de disparaître. Et encore une fois, certaines personnes gavées sont consentantes, d'autres même se gavent d'elles-mêmes sans même avoir de partenaire pour le faire. Mais souvent, ces personnes sont accompagnées d'un nourrisseur, car plus elles grossissent et plus il leur est difficile de se mouvoir et donc d'aller justement chercher leur nourriture. Et l'une d'elles en parle assez bien. Elle expliquait que sa prise de poids délibérée était, je cite, très excitante et que cette excitation atteignait son apogée en montant sur la balance. Elle a dit, la partie la plus stimulante était de découvrir combien j'avais gagné de kilos et de savoir que j'étais plus grosse que je ne l'avais jamais été auparavant. Un reportage particulièrement dérangeant sur le sujet est sorti, et dedans on suit un couple, la fameuse Gina dont je vous parlais, Gina Gerwin et son mari Mark Varney. Au moment de leur rencontre, Gina pesait 180 kilos. Les deux se sont rencontrés à la fin des années 80. Ils ont ensuite rejoint la fameuse NAFA, cette association de droit de protection des droits des personnes obèses, où ils sont devenus des membres assez réputés. Puis Mark s'est mis en tête de faire de Gina le mannequin le plus lourd au monde. Il a donc commencé le processus de prise de poids. Et souvenez-vous, le mannequin le plus lourd était auparavant des bras. Et donc Mark se met en tête de faire passer Gina avant elle. Et durant la décennie 90, Gina va énormément grossir jusqu'à prendre des dizaines et des dizaines de kilos. Vous l'aurez compris, lorsque Mark lui a fait cette proposition de prise de poids, eh bien Gina a accepté, allez savoir pourquoi, par amour ou autre, je ne sais pas. Elle a dit qu'avec le recul, jamais elle n'aurait accepté de faire ça. Et elle va connaître un succès assez important dans sa communauté. Et Mark n'est pas étranger à ça, puisqu'il n'avait de cesse de documenter en ligne la prise de poids de sa femme. Il l'avait convaincu de faire des photos nues, d'ailleurs il n'hésitait pas à vendre ses photos. Il l'a même convaincu à faire des vidéos qui sont encore à ce jour très recherchées sur la toile par les amateurs. Elles rapporteront au couple des dizaines de milliers de dollars, permettant ainsi à Mark de laisser son emploi d'ingénieur pour nourrir sa femme à plein temps, et aussi laver son corps, soigner ses escarres, etc., etc. Entre-temps, le couple a adopté un enfant, ce qui n'a pas été une mince affaire, tant la condition physique de Gina était préoccupante. Ça a été un frein pendant longtemps. Finalement, l'adoption a été acceptée, mais voilà, au cours des années 2000, l'état de Gina est désastreux. Dans le reportage, on peut voir Mark s'occuper d'elle comme on s'occupe d'un animal de compagnie, diront nombre de spectateurs. We got tons of dinner. Hope you're hungry. I will quite often ask, are you hungry? Do you want something? And when she says yes, I will run off and get her whatever she asks me for. Junk food. I tried to never let our budget get so bad that we couldn't afford good things for her to eat, things she wanted. À ce moment, Gina pèse environ 370 kilos, faisant d'elle le modèle le plus lourd au monde, dépassant ainsi des bras. Mark était alors le plus heureux des hommes. Il était très très fier. Il avait même immortalisé en vidéo la dernière fois où Gina pouvait marcher. Je m'explique. Gina avait tellement pris de poids qu'elle n'allait plus pouvoir marcher ou se déplacer, c'était vraiment imminent, et les deux ont immortalisé, comme s'il fallait se réjouir de ce moment. Et d'ailleurs, il est utile de préciser que Mark avait quitté sa précédente épouse parce qu'elle avait perdu 60 kilos grâce au programme Weight Watchers.
Elle était d'ailleurs devenue conseillère Weight Watchers, donc si a priori tant mieux, mais elle était devenue rebutante aux yeux de Mark. Elle avait dû choisir, soit elle grossissait de nouveau, soit c'était la fin, et son ex-épouse avait bien évidemment refusé. Puis Mark est tombé sur l'annonce de Gina qu'elle avait postée dans le journal, une annonce où elle était à la recherche d'un partenaire. Elle avait bien précisé sur cette annonce son poids, elle voulait ainsi prouver à sa mère qu'au moins un homme sur cette terre pouvait être attiré par elle. Elle a énormément été critiquée par sa famille. Tu ne trouveras jamais personne, tu n'auras jamais d'enfants, etc., etc. Elle avait été surprise, elle-même. Gina avait malgré tout une piètre image d'elle-même. Eh bien, elle avait été surprise de recevoir plusieurs réponses, dont celle de Mark. Donc Mark l'avait convaincue de faire tout ça. Les deux avaient réussi leur entreprise. Elle avait pris du poids. Mais la pauvre Gina était en réalité terrorisée à l'idée de mourir. I was fairly happy for the most part, but there were times of profound sadness and some regret. But by the time you get to this size, there's just not a whole heck of a lot you can do. And you've got to live. You know, the only choice is to die. I don't know how I did it. Avec un poids pareil, elle savait parfaitement que ce qu'elle risquait, et d'ailleurs Mark le savait tout aussi bien qu'elle, eh bien ce qu'elle risquait c'était la mort. Et Gina avait justement peur que sa fille ne grandisse sans mère. Alors, elle avait décidé de faire un régime. Et Mark était furieux, il avait tout tenté pour l'en empêcher, le couple avait même consulté un thérapeute, et finalement, après 13 ans de mariage, Mark acceptera que Gina subisse une intervention chirurgicale, en l'occurrence un pontage gastrique, réduisant ainsi la taille de son estomac. Gina a perdu pas mal de poids, mais elle est toujours restée en situation d'obésité morbide, et Mark en était littéralement dégoûté. Gina dira qu'il avait même du mal à la regarder dans les yeux. Les deux resteront tout de même en couple jusqu'à la mort de Gina à un âge précoce en 2015 dans d'atroces souffrances. Mark a annoncé que ses reins n'avaient plus été capables de filtrer, et certes, elle avait maigri, mais sa corpulence a tout de même empêché toute dialyse et elle en est morte. If I could have paid the bills somehow with something and stayed home all the time to take care of her, we probably would still be there. No, you know why? Because reality hits and I'd probably be dead. Yeah, that's true. Debra et Gina étaient des stars au sein de leur communauté, et à l'exception d'une ou deux autres célèbres mannequins de cette époque, de l'époque de tous ces magazines, eh bien sachez qu'elles sont toutes mortes à un âge précoce, à savoir à la quarantaine ou à la cinquantaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en barre de commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on vous dit à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.